pouvez faire comme nous, vous pouvez penser à couper votre téléphone. Ah bon? Là, c'est pas moi. Excusez-nous, c'est le matin. Le temps qu'on se... J'ai déjà 3 litres de café. Ouais. Alors bonjour à tous, merci d'être venus aussi nombreux à cette heure matinale pour écouter Justine Breton qui est à ma gauche, qui est maître de conférence en littérature à l'université de Lorraine, et Adrien Modolo, pardon, qui est co-administrateur du site La Garde de Nuit. Vous ne pouvez pas le rater, c'est écrit dessus. Exactement, derrière en l'occurrence. Et qui est connu sous le pseudo Eridan, contributeur de l'encyclopédie en ligne de La Garde de Nuit et de l'émission Son du Mur, que vous pouvez réécouter, entendre régulièrement ou lire. Alors le titre de cette table ronde, Game of Thrones, la fantaisie des choses brisées, s'inscrit dans le thème de cette année du festival, hors norme du handicap aux super-héros. On a dès le démarrage la fantaisie des choses brisées. D'où elle vient cette expression? Parce que on pourrait se dire quand même que c'est audacieux de qualifier les gens de choses brisées. Quelle est l'origine de cette expression? À l'origine, je pense que ça vient surtout d'une expression qui est utilisée dans les livres, où Tyrion résume par une phrase le fait qu'il a une affection particulière pour les infirmes, les bâtards et les choses brisées. En l'occurrence, ça renvoie à ce moment-là plutôt à Jon Snow et à Bran, avec qui justement Tyrion a une thématique un peu commune. C'est pas forcément effectivement les bons mots à employer de nos jours pour parler de handicap, on en est tous bien conscients. Maintenant, à la fois le Trône de Fer, le livre, et Game of Thrones se passe dans une société médiévalisante, donc fatalement les mots qui sont employés pour désigner les maladies ou pour désigner le handicap ou même pour désigner certains statuts sociaux sont des mots médiévalisants, donc forcément pas les bons dans notre société actuelle. D'où le terme chose brisée ici. Oui, et ça donne déjà une idée de justement ce décalage de regard entre ce que nous on va considérer en tant que société contemporaine et ce regard qu'on porte sur le Moyen-Âge. C'est pas tant la façon dont le Moyen-Âge lui-même concevait les personnes, on dirait, en situation de handicap aujourd'hui, parce qu'il y en avait, et ça faisait partie des gens intégrés à la société, alors avec plus ou moins de facilité, plus vous êtes riche, plus c'est facile d'avoir du matériel, un fauteuil roulant et des choses comme ça. Forcément, il y a des choses qui n'évoluent pas dans l'histoire de l'humanité, mais voilà, il y avait déjà des gens en situation de handicap qui étaient plus ou moins bien intégrés. Mais là, l'idée, c'est d'avoir une œuvre, à la fois littéraire et une série télé, Game of Thrones, qui va mettre en scène un Moyen-Âge tel qu'on l'imagine de façon très, très sombre, et donc un Moyen-Âge qui ne laisse pas sa place aux personnages différents. Et c'est justement donc Tyrion, tu disais, qui a ce terme de broken things, les choses brisées, qui montre bien pas tant comment eux se considèrent, mais comment la société médiévaliste qui est représentée les considère eux. Et c'est un monde où on a des gens, justement, on a Bran qui va très vite être, on dirait, paraplégique aujourd'hui. On a le personnage de Tyrion qui est un nain, donc qui est aussi mis à l'écart pour cette raison. Et Tyrion met dans le lot le personnage de Jon Snow, qui est donc un bâtard, dans une société où les bâtards ont même un nom de famille différent, de façon à les identifier clairement dès la première rencontre. C'est-à-dire qu'on va leur mettre des étiquettes pour les situer en marge de la société. Et l'idée de Tyrion, c'est de réhabiliter un petit peu et d'avoir une affection toute particulière pour ces personnages de rejetés, en fait, entre les autres. En effet, dans Game of Thrones, il y a quand même une place importante. En tout cas, il y a un grand nombre de personnages qui souffrent d'un handicap, qui souffrent tout court. Là c'est plus un grand nombre, là, c'est la totalité des personnages qui souffrent. C'est dur. Et un grand nombre qui ont un handicap, alors physique ou psychique, on y reviendra parce qu'il y a une grande diversité. Est-ce que c'est quelque chose qui était courant jusqu'à la sortie de Game of Thrones? Est-ce que c'est quelque chose sur lequel George Martin innove un peu? En tout cas, est-ce qu'il fait une place particulière
au handicap par rapport aux autres écrivains de fantasy. Alors je dirais à son époque, c'est au moment de la sortie des livres. Oui, parce qu'effectivement, il y a un décalage aussi chronologique entre les livres et la série. En fait, on a des personnages en situation de handicap dans la fantasy, mais c'est finalement assez rare. Ça va être 1, 2, j'ai envie de dire, quand on a de la chance, de personnages qui vont être à l'arrière-plan. Et généralement, c'est des personnages aussi à qui on va conférer une espèce de pouvoir un peu mystique. Voilà, on a très vite des personnages de mages ou d'autres comme ça qui se déplacent difficilement, mais j'ai envie de dire en contrepartie, ont développé un pouvoir mystique, un pouvoir de relation avec les éléments ou des choses comme ça. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a en fait assez traditionnellement dès la littérature médiévale et qui va revenir dans la fantasy. Mais c'est 1, 2 à l'arrière-plan vraiment pour faire un peu un décor. C'est à partir de George Martin où on a vraiment une focalisation qui se met sur ce type de personnage. Je suis entièrement d'accord. Des personnages comme Tyrion, moi j'en avais jamais vu avant Game of Thrones, et depuis j'en ai pas revu d'autres. On peut aussi se demander à quel point ça a fait évoluer les mentalités, parce qu'au final, le fait d'avoir un personnage nain comme personnage un petit peu central, ou une personne atteinte d'un handicap même de manière générale comme personnage un petit peu central, c'est pas forcément toujours quelque chose que la pop culture va faire. Et en l'occurrence, oui, je pense que George Martin a été un peu novateur comme ça, peut-être même précurseur, mais ça n'a pas forcément fait tant d'émules que ça. Moi, je regrette beaucoup sur la série dérivée, par exemple, dans House of the Dragon, de constater que tous les personnages sont extrêmement valides par rapport à ce qu'on pouvait avoir justement dans Game of Thrones. Je pense que Martin en plus a eu l'intelligence de faire des différents handicaps qu'on a pu d'ores et déjà citer, il en a fait un sujet. Alors oui, lui aussi va avoir des personnages qui sont simplement désignés comme lui il est manchot, lui il a une jambe en moins, et ça n'a aucune incidence sur l'histoire parce que ce sont des personnages secondaires. Mais ce qui va être intéressant dans son écriture, je trouve, et ensuite dans Game of Thrones, c'est justement la dimension que chaque personnage pratiquement va avoir une caractéristique qu'il met à la marge. Bran, c'est sa paraplégie, Jon, c'est sa bâtardise, Daenerys, c'est le fait d'être exilé, enfin même chez des personnages vraiment centraux, on va avoir ces caractéristiques-là, et c'est traité comme un sujet. Alors, surtout dans la première moitié de la série, dans la seconde, c'est un peu plus compliqué. Joliment dit. Oui, je vais essayer de pas trop taper sur la série, et surtout sur sa fin, mais bon, c'est un peu le passage inévitable, on est bien d'accord. En tout cas, sur les premières saisons, c'est un véritable sujet, c'est traité comme un véritable sujet, c'est pas juste un prétexte, même si ça arrive, à faire des blagues de nains, à faire des blagues de tub, voilà. Ça va arriver, mais c'est pas le cœur du personnage. Et le fait de traiter le handicap comme un sujet, je pense que c'est justement quelque chose qui a été assez spécifique à Game of Thrones et qui a participé à cette image d'une série qui représentait vraiment tout le spectre de la société. C'est-à-dire qu'on a quand même une société qui est dans le rejet, effectivement, du handicap, mais qui, dans la série en tout cas, les handicaps sont représentés. De la même manière, les femmes ont une place marginale, mais elles sont quand même représentées dans la série. Les homosexuels et autres formes d'affection LGBT sont représentées, même si elles sont en but à un rejet au sein de la société de Westeros. Là-dessus, je pense que oui, c'est novateur. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que, en fait, dans la fantasy, on n'avait pas trop de handicap, on en avait plus en SF, en science-fiction, parce que là, on va aussi avoir des réflexions sur le post-humain, voilà, ou comment on peut utiliser des prothèses ou des choses comme ça pour compenser ou remplacer une situation de handicap. Mais dans la SF, et je pense aux comics, par exemple aux super-héros, des choses comme ça, on a régulièrement des personnages, je pense, Winter Soldier qui a un bras en moins, mais en fait, il a un bras robotique, mécanique, magique quasiment, ce qui fait que ce qui était un handicap, un bras en moins, devient en fait sa force. Et il y a très souvent dans les histoires de super-héros une façon de retourner le handicap. Ce qui était pensé comme quelque chose qui doit arrêter le personnage, qui doit le ralentir, qui doit le mettre au banc de la société, ça fait de lui un être exceptionnel. Donc c'est une vision qui est super intéressante à traiter, mais George Martin fait partie des gens qui montrent que le handicap c'est compliqué aussi, ça fait pas forcément de toi un super-héros, c'est bien de le penser et c'est bien d'avoir cette énergie, mais concrètement dans la réalité, pour Jaime qui perd une main, ça veut dire tout réapprendre de sa main gauche. Voilà, donc ça implique aussi des ajustements
matériels, bien sûr, mais aussi humains et sociaux, parce que ça change aussi le regard que les autres portent sur toi. De ce point de vue, hein, les Lannister, sur la question du regard, c'est un excellent laboratoire. Parce que si on fait un petit focus sur la relation entre Tyrion, Jaime et Tywin, le père, finalement, on a vraiment un laboratoire du regard sur le handicap et de la manière dont il évolue, hein, avec la question finalement au démarrage de Tyrion, qui est le nain, qui est le handicapé, qui est rejeté, qui est quand même vraiment celui qu'on humilie, et puis tout se renverse quand tout se renverse, ou en tout cas la question du regard, elle est interrogée quand Jaime perd sa main. Comment, enfin voilà, vous le... On sent quand même qu'il y a une hiérarchie du handicap. C'est-à-dire que Tywin ne rejette pas Jaime parce qu'il a perdu sa main. Au contraire, il continue à vouloir en faire son héritier, à vouloir le faire hériter de Castral Rock, alors qu'il a toujours dit à Tyrion que non, tu n'en hériteras pas parce que j'ai pas envie, tout simplement. Mais effectivement, les Lannister, c'est une famille hyper validiste. C'est-à-dire qu'on est dans cette espèce d'excitation de la puissance, de cette figure un peu paternaliste quand même, hein, de l'homme de marbre fort comme le roc. Castral Rock, c'est pas pour rien d'ailleurs. Et du coup, ça va créer un véritable sujet autour du handicap des deux personnages. Jaime qui perd sa main, c'est une catastrophe pour lui. C'est pas forcément une catastrophe pour sa famille au départ. C'est plus sa posture, une fois devenu manchot, de vouloir rester dans la garde royale qui va faire qu'il y a une opposition avec Tywin et qui va faire que l'un et l'autre vont se rejeter finalement. Mais c'est pas tant sur la question du handicap qu'il s'achoppe. Tyrion, par contre, c'est clairement sur la question du handicap. Il le dit d'ailleurs au moment de son procès, le deuxième procès pour la mort de Joffrey. On me reproche d'être nain. C'est pas tout à fait vrai, c'est pas le seul reproche qu'on lui fait en réalité, mais bien sûr que Tywin lui a toujours fait le procès d'être né nain, et c'est ça le problème. Et ça, c'est quelque chose que, autant la série, hein, tu disais, bon, il y avait du très bon, il y a eu du moins bon, mais ça, je trouve que c'est une scène qui a été vraiment magistrale aussi sur la façon dont ça a été mis en scène, parce que justement, le rôle de Tyrion est interprété par Peter Dinklage, et que c'est quelque chose que, même si on n'est plus dans une société médiévaliste et qu'on n'a plus les mêmes enjeux aujourd'hui, c'est un regard qui est toujours compliqué aujourd'hui, et on aura une table ronde sur la question des personnages de nains, hein, dans la fantasy à un autre moment dans la journée. À 16h, je crois. Merci, voilà. Je ne me rappelais plus de l'heure. 14h. Voilà. Donc à 14h, on parlera plus en détail des personnages de nains, donc n'hésitez pas à revenir. Mais on sent aussi cette interprétation à la fois de Peter Dinklage, qui est un excellent acteur, donc voilà, mais en plus on sent cette espèce de bagage très personnel qui nourrit aussi le personnage, et qui permet d'avoir ce regard à la fois sur la société de fiction de Westeros et en même temps sur nos sociétés dites évoluées, et je mets des gros guillemets avec les doigts, où on voit qu'on a encore une façon de stigmatiser des personnes parce qu'elles sont physiquement différentes. Et je parle même pas de mentalement, parce qu'on est encore sur un autre niveau, mais voilà. Et donc il y a toute cette rage vis-à-vis de la société qui s'exprime aussi, et je trouve qu'ils avaient fait une très belle scène sur ça. Oui, tout à fait. Tout à fait. Tu citais, Adrien, tout à l'heure, hein, la hiérarchie des handicaps. Elle est liée en partie, pas uniquement, mais il y a une vraie question sur l'origine du handicap. Si on devient handicapé parce qu'on s'est battu, c'est pas la même chose que si on est handicapé de naissance ou par un accident. On a des regards compassionnels, si on pense à Bran chez les Stark. L'origine du handicap, qu'est-ce qu'elle joue, et puis est-ce que vous avez quelques exemples par rapport aux personnages, parce que là on en a cité quelques-uns, mais quand on fouille un peu, il y a encore pas mal de personnages avec des handicaps. Alors, il y a énormément de personnages avec un handicap dans Game of Thrones. On a fait un travail de répertoriation, peut-être plutôt. Oui, on va dire ça comme ça. Ouais, on a répertorié les personnages souffrant de handicap dans la saga principale. Et on s'est rendu compte de la grande diversité des formes de handicap, de la grande diversité des origines aussi de handicap. Et c'est compliqué de classer, c'est pas du tout un travail évident, parce que non seulement il y a une grande multitude, mais en plus certains mots se prêtent mal à désigner certaines réalités. L'origine, effectivement, elle est déterminante. Jaime qui perd une main parce que il s'est battu,
ça reste quand même la source un peu d'un prestige. Quelqu'un qui a été capturé et dont on a coupé le nez et les oreilles, c'est déjà un peu moins prestigieux. Alors, sachant qu'au Moyen-Âge, en plus, couper le nez et les oreilles, c'est une marque de vieillissement. Voilà, c'est une punition, en fait. C'est infamant. Comme aujourd'hui, vous payez une amende quand vous avez fait quelque chose qui n'était pas bien. Au Moyen-Âge, on pouvait, notamment dans les cas de vol, vous couper une oreille et si vous récidivisez, vous refaites la... Récidivier. Pardon. Et c'est filmé en plus, mon Dieu. Ouais, bah c'est bien. C'est en récidive, voilà. Bref, on vous coupe une autre oreille et éventuellement le nez. Et si on récidive encore une fois ? Non, faut arrêter maintenant. Il y a la tête encore. Donc voilà, en plus, c'est le signe d'un crime qui a été commis. Donc vous avez en fait toute cette pesanteur morale aussi sur cette forme de handicap que la justice en fait ici vous a imposée. Mais sur la question de l'origine, il y a en plus quelque chose de déterminant, je trouve, c'est que les parcours derrière vont être très différents. Jamie devient manchot, d'accord, mais il devient manchot alors qu'il a plus de 25 ans, donc il a vécu déjà toute une première vie, en quelque sorte. Oui, pour lui, oui, clairement. La propagande. Non mais Jamie devient manchot après avoir vécu déjà une première vie en tant que chevalier émérite. Tyrion est né nain, donc déjà rien qu'à l'origine, il a vécu toute une vie avec son handicap, à devoir vivre avec ce handicap, avec le regard des autres également. Ça fait des parcours de vie aussi qui vont être marqués par des choses différentes, et Tyrion, bien plus tôt que les autres, va prendre pour lui cette espèce de maxime de dire porte ton handicap comme un étendard et fais-en une force au lieu de laisser les autres te blesser avec. Cette espèce de renversement du stigmate, on appelle ça comme ça désormais, le renversement du stigmate, c'est lui qui va énormément l'incarner. Déjà une première fois auprès de Jon en lui disant puisqu'il t'appelle bâtard, essaye d'en faire une force. Puis ensuite auprès de Bran, lorsqu'il lui dit c'est possible de chevaucher même pour un estropié. Bran lui dit mais je suis pas estropié. Tyrion lui répond alors je suis pas nain. La bonne nouvelle. Voilà, il va incarner ça, et justement moi je trouvais très positif que dans une série grand public on puisse avoir un personnage qui va porter ce discours-là, qui est un discours assez universel, parce que les marginaux qui justement souffrent de leur marginalité, que ce soit du handicap ou que ce soit d'autre chose, ils vont tous avoir ce même mécanisme de défense au bout d'un moment, de s'emparer du stigmate dont on les affuble pour pouvoir en faire une force, pour pouvoir s'en défendre justement. Alors oui, tu as tout à fait raison. Je mettrais juste une petite nuance, parce qu'effectivement tu parlais presque de hiérarchiser dans la société ces formes de handicap. Il y a aussi la question ce qu'on appellerait du handicap mental ou psychologique. Et là c'est tout de suite beaucoup plus compliqué. Alors déjà parce qu'on a des situations très ambivalentes, on prend le cas des Targaryens où il y a des gros cas de consanguinité. Ça laisse des séquelles, c'est pas bon pour l'être humain, ne faites pas ça chez vous ou ailleurs, clairement. Et du coup, voilà, il y a des personnages qui sont un peu, on parle du roi fou, comment on le situe exactement, est-ce que c'est une série de traumatismes, est-ce que c'est quelque chose avec lequel il était né, etc. Donc chez les Targaryens, c'est un peu compliqué. Et on a ce personnage de Hodor, qui est un personnage extrêmement tragique. J'ai du mal à parler de Hodor sans émotion. C'est un magnifique personnage qui m'a brisé, clairement. Voilà, les choses brisées, c'est moi. Et ça, c'est un personnage qui est intéressant parce qu'il a jamais dans la narration, il a cette possibilité de renverser le stigmate, parce que il a un comportement héroïque, et il a une forme de sacrifice. Alors, qu'on pourrait nuancer parce qu'il n'est pas forcément volontaire, et que la question du consentement, c'est encore un autre sujet qui mériterait 4 tables rondes dans Game of Thrones. Mais c'est un personnage qui est présenté comme un simplet, en fait, dans l'histoire. C'est un grand gabarit, parce qu'en plus il est très costaud, il est très impressionnant de carrure, mais on a l'impression que son esprit a arrêté de se développer quand il était vraiment enfant. Il ne parle pas, il ne dit que ce qui est devenu son nom, Hodor. Alors avec tout un renversement, si vous ne connaissez pas l'histoire, il y a toute une explication tragique sur ce nom en plus, qui a pris la tête de tous les traducteurs du monde. Mais il y a le fait que ce personnage était mis à l'écart pendant toute sa vie, parce que on s'en sert d'homme à tout faire, parce qu'il n'est pas très intelligent, parce qu'on communique difficilement avec lui.
on s'attache à lui, il fait partie de la famille Stark, mais ça reste un serviteur un peu homme à tout faire. Et donc, c'est un personnage qui ne peut jamais véritablement renverser ce stigmate, si ce n'est au regard du lecteur, qui peut avoir justement cette lecture tragique du personnage. Et de la compassion pour le personnage. Oui. Ce qui est intéressant sur Hodor, du coup, tu le citais, c'est qu'on a quand même deux... Enfin, ça participe finalement, ce traitement du handicap. Si on compare les grandes familles, les Lannister et les Stark, ça vient jouer finalement dans la représentation de qui sont les gentils, qui sont les méchants. Mais ce regard porté sur le handicap est-il compassionnel? Trouve-t-on une place, même si effectivement c'est une place, mais on l'intègre, il a une place dans la famille. Ça vient jouer un rôle là aussi, alors qu'il n'est pas, on s'attarde pas, mais en creux, ça permet de construire finalement les représentations du système de valeurs des familles. Oui, tout à fait. D'ailleurs, Hodor a une arrière-grand-mère, vieille nane, qui est à peine entreaperçue dans la série, mais qui a une place un peu plus importante dans les livres. C'est une vieille nourrice, donc qui n'a même plus d'âge tellement elle est ancienne. Alors ça c'est pareil, dans les sociétés qui s'inspirent du Moyen-Âge, si vous êtes une femme et que vous ne pouvez plus avoir d'enfants, vous ne servez plus à rien. Voilà, c'est cette représentation très cliché. C'était pas le cas au Moyen-Âge, vous aviez encore des trucs à faire et du potentiel, promis. Mais voilà, c'est cet imaginaire-là. Vous devenez nourrice, donc tout ce que vous pouvez faire, c'est vous occuper des enfants des autres et raconter des histoires, parce que c'est un gros rôle de transmission du passé aussi, de vieille nane. Et si j'évoque ce personnage, c'est justement parce que là aussi, c'est une personne qui va être attachée au service des Stark. Alors désormais, elle est pratiquement aveugle, édentée. Mais il n'empêche que les Stark lui laissent une place, ils arrivent à lui trouver une place, de la même manière que Hodor, qui fait partie d'une famille de serviteurs qui les suit depuis toujours, il devient garçon d'écurie, puis derrière il va devenir l'assistant en garde malade de Bran. C'est pas des positions de prestige. Tu peux dire esclave. On peut dire esclave, et effectivement la suite le démontre. Mais c'est pas des positions forcément très prestigieuses, mais c'est vrai qu'on a là une famille, en tout cas chez les Stark, qui va être soucieuse des personnes qui l'entourent, soucieuse de leurs serviteurs, et quand Bran devient paraplégique, se pose la question de qu'est-ce qu'il va pouvoir faire. Chevalier, ça paraît un peu compromis à partir de ce moment-là, alors que c'était son rêve d'enfant. Il va devoir se réinventer, alors qu'il a que 7-8 ans, une nouvelle carrière. Mais son père envisage déjà des choses pour lui. Il dit qu'il pourra tenir quand même une forteresse, que si jamais il choisit la religion de sa mère, il va pouvoir devenir peut-être septon, grand septon, on ne sait pas. Mais il y a des possibilités qui s'ouvrent à lui. Tywin, pendant longtemps... tu déboucheras les chiottes. Ah, super. Merci de me confier cette tâche de haute responsabilité. Et d'ailleurs, l'un des twists quand même dans la première saison, c'est que Tywin finit par se dire que Tyrion n'est peut-être pas si bête que ça finalement, et que il pourrait lui confier un peu plus de responsabilité, d'où le fait de lui confier la charge de main du roi pendant un certain temps. Mais on a effectivement, au sein de ces deux familles, deux conceptions du handicap qui sont radicalement opposées et qui vont être source de narration, dans le sens où, comme tu le disais, ça définit quand même qui sont les méchants, qui sont les gentils. Par contre, on n'a pas, à ma connaissance, mais tu connais beaucoup mieux les textes que moi, donc tu me corriges, des choses qu'on a des fois dans d'autres représentations inspirées du Moyen-Âge. Je pense à des choses comme Vikings, où là on va avoir une façon de ce qu'on appelle exposer les enfants. On a un enfant qui est Ivar, qui naît avec les jambes tordues, en fait, avec l'idée qu'il ne marchera jamais, et donc il ne sera jamais un guerrier dans une société viking. Imaginez la honte. Et donc son père envisage pendant un moment de l'exposer, c'est-à-dire globalement de l'abandonner dans les bois ou quelque part pour qu'il meure, il soit mangé par les bêtes sauvages, etc. Bon, il y a un petit twist, comme souvent, et le personnage va finir par s'en sortir, mais il y a cette idée on va rejeter et on va laisser mourir le personnage, l'enfant handicapé, et c'est présenté comme une façon de lui éviter la souffrance aussi. Alors c'est, je pense, une grosse façon de se dédouaner de la part des parents un peu indignes, même si on a toute une tradition de contes de fées où on va abandonner les enfants dans les bois, après tout, mais voilà. Donc, voilà, il y a ça. Dans Game of Thrones, c'est moins présenté comme une option, quand même. Alors, non, en fait, dans Game of Thrones, effectivement, le sujet est gentiment éludé, parce qu'il n'y a qu'un seul nain dans tout l'univers, c'est Tyrion, il n'y a qu'un seul paraplégique, c'est Bran, Doran est goûteux, mais ça compte à peine. La série a tendance à abréger certaines choses, et c'est normal, elle peut pas se permettre non plus de dépasser. George Martin n'a pas cette contrainte-là. Dans les livres, il peut se permettre d'exposer un peu plus de choses. On se concentre beaucoup dans les livres comme dans la série sur
des personnages qui sont issus de la noblesse, donc qui ont quand même des privilèges, on va pas se mentir. Et puis de temps en temps, il y a quelques incises où on nous dit ce qu'il en est pour les autres. Et le nanisme, il vaut mieux pas mettre nain notamment. Oui, il y a une page nanisme sur le wiki de la garde de nuit que je vous invite à lire. Elle est très difficile à relire, mais honnêtement c'est passionnant. Et effectivement, si tu nais nain dans les archipels des Sœurs-Rois par exemple, on va considérer l'option de t'offrir au dieu de la mer. Oui, on parle de noyade, oui, tout à fait. Donc voilà, oui, non, ça existe effectivement d'abandonner les enfants dans la forêt, de les abandonner à la mer. Je crois même d'ailleurs que la série, à un moment donné, fait dire à Tywin, ce n'est que dans la série, qu'il a considéré l'option de balancer Tyrion dans un puits. À sa naissance, bien sûr. Les relations familiales, c'est quelque chose. Quand tu te prends ça dans la tête de la part de ton père, oui, c'est quand même un petit peu joyeux. Donc, non, et clairement, on sent aussi... On parlait de hiérarchie tout à l'heure, liée à l'origine, mais on peut aussi parler quand même là de hiérarchie sociale, à un moment donné. Et effectivement, naître handicapé, c'est difficile, et même devenir handicapé, c'est difficile en fonction de la strate de la société à laquelle tu appartiens. Bran a quand même une chance relative, c'est qu'il devient handicapé dans une famille qui a un maître. Et même ça, on se rend compte que c'est pas forcément un absolu, parce que le maître va avoir des idées pour faciliter la vie de Bran liée à son handicap, il va rendre la difficulté moins grande, mais il n'a pas forcément toutes les connaissances, toutes les compétences, notamment l'idée de la selle adaptée pour pouvoir monter sur un cheval, elle ne vient pas du maître, elle vient de Tyrion. Et le maître dit oui, j'aurais dû y penser moi-même, oui, mais il n'y a pas pensé. Donc l'accès aux soins, même dans la série, elle est questionnée. Vas-y. On a beaucoup abordé là, la question donc, des handicaps qui surveillent. Il y a quelques exemples aussi, je dirais, de handicaps qui sont la signature d'une fonction. Je pense au limier, je pense à Varys aussi. Comment on... Enfin, là, on retombe peut-être sur des choses plus classiques, je dirais le côté un peu signature ou qui est lié à une fonction. Comment vous le voyez? Parce qu'on en a comme ça quelques-uns. Les Sœurs du Silence aussi. Enfin, ça pose la question du handicap volontaire, c'est une manière un peu abusive. Varys et le limier ne sont pas volontaires. Non, le limier n'est pas volontaire, mais je dirais c'est le résultat du bon combattant qui l'est depuis toujours, qui passe sa vie sur les champs de bataille et qui finira balafré inévitablement quelque part. Voilà. Oui, mais quand on connaît l'histoire qu'il y a derrière, voilà, c'est une balafre très personnelle et très intrafamiliale quand même. Pendant tout le début de la série, on imagine plutôt qu'elle vient du champ de bataille. C'est l'idée que effectivement un guerrier va avoir des cicatrices et que même au contraire, c'est sur un guerrier, c'est quelque chose toujours aujourd'hui. Un homme avec des cicatrices, il y a un petit côté. Voilà, non, il n'y a que moi que ça fait. Ok. Je fais ma thérapie une autre fois. Non, mais voilà, il y a cette idée de c'est un signe d'une vie virile et de quelqu'un qui a combattu et qui a survécu, surtout au combat. Donc dans le cas du limier, ça peut être interprété comme ça, tant qu'on ne sait pas l'histoire tragique. C'est tout le principe du Trône de Fer, c'est qu'il y a des histoires tragiques derrière tout. Dans le cas de Varys, c'est pas du tout volontaire non plus. Et c'est plus, encore une fois, une façon de retourner. C'est que, comme une partie de sa vie a été interrompue suite à son handicap, sa castration, notamment, principalement ça, et un personnage laissé pour mort, et c'est pareil, un gros bagage émotionnel derrière, lui, il choisit de donner un autre sens à sa vie et de se rendre utile en maîtrisant d'autres aspects. Voilà, c'est une façon encore une fois, de surmonter pas tant le handicap lui-même que le rejet par la société. La société m'a rejeté, je vais trouver ma place, je vais faire ma propre place et je vais leur montrer un peu. Il y a cette lutte-là aussi. Je ne sais même pas si on peut parler de choix à ce stade-là, parce que dans le cas de Varys, justement, il y a une vraie question de survie, en fait, tout simplement. Il a fait ce qu'il avait à faire pour survivre. Il sous-entend d'ailleurs qu'il a fait tout un tas de choses honteuses, même jusqu'à vendre les parties de son corps qui lui restaient. Je crois que c'est la formule exacte. Là aussi, c'est un petit peu dur. Et effectivement, ça va l'amener à développer des compétences, à développer aussi des stratégies quelque part, parce que c'est beaucoup ça également, à développer des stratégies qui vont lui permettre de survivre et finalement de devenir utile même aux puissants qu'il avait rejetés.
Après, oui, des personnages qui sont un petit peu fonction dans leur handicap, j'aime pas trop le terme, mais oui, on tombe forcément dans le cliché de ah bah lui il a perdu l'esprit, mais en fait quand on écoute vraiment ses paroles, on se rend compte que ça fait référence à d'autres choses qui se passent à des kilomètres. Oui, bien sûr, l'aveugle est fatalement quelqu'un qui voit le monde invisible et qui du coup a accès à ce que les voyants ne voient pas. Alors c'est un cliché. C'est pas forcément un mauvais cliché, c'est pas forcément une mauvaise chose que de réinventer Homère et Cassandre, mais pour autant, c'est vrai que de temps en temps, on peut se poser la question. Après, moi, ce que j'apprécie justement dans les livres et de temps en temps dans la série, c'est que oui, il y a des personnages qui se conforment à ce cliché, et puis il y en a d'autres qui ne s'y conforment absolument pas du tout. C'est-à-dire que tu es fou, mais tu es juste fou, et il n'y a rien derrière. Il y a un jeu sur ces clichés, parce qu'avec Maris, il y a un jeu sur le cliché de l'eunuque. De l'eunuque, je dirais, plus historique ou dans les représentations, qui est eunuque pour avoir une fonction à la cour, pour ne pas être tenté par le harem. Enfin, il y a toute une représentation, on ne sait pas au départ, là aussi, il y a tout le jeu de à quel moment on nous révèle comment s'est passé finalement la situation. Donc il y a aussi des moments où il y a des clichés qui sont peut-être saisis, et puis finalement plus tard on révèle quelque chose qui n'est pas forcément ce qu'on imagine à la première lecture ou à la première découverte du personnage. Et c'est quelque chose que George Martin fait de façon extrêmement pertinente et extrêmement fine, que la série fait un peu moins finement par moment. Par moment, voilà, j'essaye d'arrondir les angles. C'est justement jouer sur les clichés. Ça, George Martin, il excelle dans ça. Il connaît très très bien la fantasy, il connaît très très bien les genres de l'imaginaire en général et l'imaginaire autour du Moyen-Âge aussi, et il va jouer avec tout ça. Et on se retrouve avec plein de personnages qui, volontairement ou non, soit dans la narration, soit parce que eux le décident, vont jouer avec le cliché et avec l'image de ce qu'on attend d'eux. Et le personnage de Maître Pycelle, pour ça, est assez sympa. C'est que on a un personnage qui va lui-même jouer un rôle. Alors on spoil, voilà. On spoil pas grand-chose, c'est dans la saison 1. Voilà. Mais va jouer un rôle, c'est-à-dire que pour pouvoir trouver sa place plus facilement à la cour, pour pouvoir ne pas paraître comme une menace, mais paraître utile malgré tout, il va changer en partie son apparence, sa façon de parler. Il va prétendre être en fait beaucoup plus vieux que ce qu'il n'est, et c'est-à-dire qu'il va le montrer dans son attitude. Il se tient beaucoup plus voûté, il marche beaucoup plus lentement, il a des gestes où il tremble un petit peu. En fait, il joue un rôle de vieillard un peu sénile, mais pas trop, parce qu'il faut qu'il reste utile. Il va parler lentement, etc. Et on se rend compte en fait que tout ça n'est qu'une façon de manipuler l'image qu'on a de lui pour pouvoir garantir sa place à la cour. Et donc on a une façon de jouer sur le cliché du vieillard qui est vieux, donc sage. C'est pas synonyme, hein. Vous pouvez être vieux et ne servir à rien d'un point de vue sagesse, hein. Voilà. Et vous pouvez être jeune et tout à fait sage. Oui, voilà. J'imagine. La sagesse n'attend pas les années. Oui, oui. Mais vous avez cette façon de jouer sur l'image que la société attend de vous pour garantir accessoirement aussi votre survie, parce que c'est toujours un peu le thème transversal dans le Trône de Fer, cette question de la survie des personnages dans un monde difficile, c'est le moins qu'on puisse dire. Pour la survie, on a avec Bran et Hodor d'ailleurs un peu ce jeu d'un tandem. Alors vous le disiez avec plein de questions sur le consentement, mais on a l'idée à un moment Bran exploite honteusement Hodor. De l'alliance finalement de deux personnes en péril, parce que chacun diminué pour des raisons très différentes, mais dont finalement le tandem va leur permettre de survivre, alors quitte à sacrifier honteusement celui qui t'a permis de survivre jusque-là. Oui. Bran a perdu toute estime pour moi. Je suis d'accord que même dans le livre où on n'est pas encore à ce point-là, il y a déjà des éléments qui font que c'est affreux et qu'il y a quand même l'un qui se retrouve, le mot est tout à fait juste, exploité par l'autre, abusé par l'autre, n'ayons pas peur des mots, on parle quand même de quelqu'un qui a des capacités télépathiques et qui va prendre possession de ton corps pour te faire faire des choses dont tu n'as pas même conscience, pratiquement.
c'est un problème. Et là, tu retrouves une On retrouve hiérarchie. l'idée des zombies, hein, pour ceux qui étaient là hier soir, C'est c'était vrai. le sujet. C'est ça. Tu n'es plus qu'un corps et une coquille vide, et là tu retrouves en fait cette question de hiérarchie, même entre deux personnages en situation de handicap. Tout à fait. Il y a l'idée que le handicap physique, finalement, quand on est dans une famille noble, c'est pas très grave, on peut, enfin ça reste un traumatisme, etc. Mais on va réussir à le surmonter. Mais quand on a un handicap mental, le personnage devient presque, j'ai envie de dire, en libre service pour que quelqu'un d'autre l'exploite. Et là, il y a une horreur véritable qui n'est pas trop questionnée. Alors pour l'instant, dans les textes, on verra la suite. Si suite il y a. Chut. On y croit toujours. Mais voilà, c'est aussi une question très... et qui est moralement pas simple. Mais il y a aussi avec Bran, tu citais au début ou en introduction cette question très fréquente dans les comics du handicap qui permet de développer un pouvoir, qui permet de devenir un super-héros. Pour le coup, c'est un des personnages, Bran, avec lequel on reprend ce gimmick, ce sujet-là. Mais du coup, il y a aussi l'idée, moi je trouve intéressante, c'est que Bran, on est forcément dans la pure compassion. Oui. Et justement, c'est ça qui est intéressant dans ce qu'en fait l'auteur. C'est que finalement, si c'est pour rester tout le long dans un regard purement compassionnel vers le pauvre petit enfant devenu handicapé, c'est un peu simple aussi. Et je trouve qu'il joue bien avec son lecteur. Moi, j'ai tendance à penser, il faudrait qu'il y ait une suite, justement, mais j'ai tendance à penser que la saga nous prévoit des grandes claques dans la tête. Parce que je crois qu'on a commencé en croyant que les Stark étaient les gentils et que les Lannister étaient les méchants. Pas si simple. C'est pas si simple. Game of Thrones est un monde où les gens sont gris. Bran est un violeur psychique. On va poser les vrais mots à un moment donné. Arya est une tueuse psychopathe. La psychopathie, je vais peut-être un peu vite, excusez-moi. Oui, elle est géniale par ailleurs, je suis d'accord avec vous madame, mais il n'empêche que tuer des gens de sang-froid gratuitement, ça pose quand même quelques questions. Et puis quoi, elle a 13 ans, un truc comme ça? Non, moi, elle est sur la dizaine, là, à peu près. Chacun son métier. Oui, alors quand t'es pas rémunéré, c'est quand même, ça pose quand même des questions là encore. Bon, et même Sansa a des rapports vis-à-vis des hommes et vis-à-vis des intrigues qui vont être questionnés à mon avis dans la suite. Donc on est parti avec des gentils, on est parti avec des méchants. Et il y a des choses qui risquent d'être un petit peu moins faciles à la fin des livres et à la fin de la série aussi. D'ailleurs, c'est quand même illustré. Enfin, Bran atteint quand même un certain niveau social à la fin de la série. Est-ce que c'est mérité? Bon, non, clairement pas. Mais surtout, on est d'accord. Est-ce que les méthodes qu'il a employées pour atteindre la couronne sont de bonnes méthodes? La série l'a questionné. Non, c'est pas plus honorable. Exactement. Du coup, là-dessus, il y a... Ouais, mais c'est aussi justement, c'est que le handicap n'excuse pas tout non plus. Voilà, et c'est pour ça que George Martin a aussi une écriture très fine. C'est que c'est pas parce qu'un personnage est valide que c'est un héros, c'est pas parce qu'il est en situation de handicap que c'est un méchant, et inversement. C'est pas si simple. Et vous pouvez avoir des gentils, des méchants, des gens qui ont des, on va dire, circonstances atténuantes, hein, dans le cas de Jaime, ou on a des personnages comme ça. Il y a très souvent l'idée qu'on devient ce qu'on est par un traumatisme. Alors, avec différentes formes de traumatisme, hein, généralement, quand on est un personnage féminin, c'est un viol. Quand on est un personnage masculin, ça va être un handicap physique, avec des personnages qui vont pouvoir avoir les deux, hein, parce que c'est toujours fun. Donc il y a une façon de montrer qu'on peut surmonter l'adversité dans un monde qui est absolument atroce, parce que ça, George Martin, il aime le montrer, mais avec beaucoup de nuances. C'est-à-dire que c'est pas parce que vous êtes dans telle famille, dans tel niveau social, ou dans telle situation physique, mentale ou autre, que ça excuse, que ça justifie et que ça trace votre parcours automatiquement. C'est une série de choix et de questionnements moraux où on n'a pas forcément les réponses. C'est à la fois ce qui est très frustrant avec l'œuvre, et en même temps ce qui est très intéressant, c'est que on ne peut pas s'empêcher de se dire mais moi à sa place, qu'est-ce que j'aurais fait? Parce que c'est pas si simple en fait. Il y a la question de la survie, il y a la question de la survie personnelle, de la famille, du nom, de l'héritage, de tout ce que vous voulez. Il y a des enjeux politiques, il y a des enjeux personnels, et il faut réussir à trouver sa place dans tout ça, dans un monde qui vous met des bâtons dans les roues constamment pour trouver votre place. Et George Martin nous fait nous poser des questions
absolument atroces et avec des choix moraux absolument inadmissibles. Mais concrètement, comment on fait? Et on n'a pas de bonne réponse, en fait. Après, pour ce que tu citais au début de ta question, le fait que le handicap va mener vers quelque chose de plus puissant, où on va se dépasser, oui, effectivement, c'est quand même vrai qu'à l'origine de pouvoirs psychiques, bien souvent dans l'écriture de Martine, même à l'origine de simples rêves prophétiques, on va avoir un traumatisme, une douleur, une maladie parfois, ou un sacrifice moins volontaire. Ou pas volontaire du tout. Dans le cas de Floren, voilà, rien que pour citer ça. Après, là-dessus, j'y vois moi aussi un peu l'influence de l'époque dans laquelle George Martin a grandi. On évoquait tout à l'heure les comics. Oui. Bon, le rapport qu'il a à l'aveuglement, c'est tout à fait le rapport de Daredevil. Je veux dire, quand Arya, chez les Sans-Visages, perd la vue pour devenir ensuite un super ninja combattant, on ne sait pas d'où ça lui vient, c'est totalement du Daredevil. De la même manière, si je vous dis paraplégique télépathe, oui, vous pensez au professeur Charles Xavier et pas forcément à Bran, alors que je vais pas dire que c'est le même personnage parce que Bran est quelqu'un de méchant, mais il y a une influence. Il y a une influence entre ces personnages-là. Et c'est en fait un héritage très, très ancien, mais si on remonte jusqu'au mythe nordique, c'est l'image de Odin qui accepte d'être pendu à Yggdrasil et qui accepte de sacrifier son œil pour avoir accès à une connaissance supérieure. C'est cette idée de je sacrifie une partie de mon corps pour avoir accès à un domaine merveilleux, mystique, supérieur, divin. En fait. Puisqu'on en est à parler d'inspiration nordique, justement, Jaime reprend beaucoup le personnage de Tyr. Tyr, tout à fait. Tyr qui va mettre sa main dans la gueule du loup Fenrir pour que celui-ci accepte d'être capturé. Le loup, la perte de la main. Pas ça chez vous. Non, ne faites pas ça chez vous, effectivement. Le loup, la perte de la main, c'est quelque chose qu'on retrouve. C'est dans sa guerre contre les Stark que Jaime perd sa main. Bon, alors par contre, Tyr, c'est le dieu de la loi et des serments, si je ne dis pas de bêtises. Jaime a un rapport compliqué avec ses serments, comme on le sait tous. Mais justement, ça vient, à mon sens, accentuer un petit peu ce parallèle entre les personnages. Et de la même manière, un Odin, alors il a été très maltraité dans la série, mais un Odin qui a sacrifié un œil et qui ensuite a une connaissance beaucoup plus grande liée à un arbre-monde, c'est totalement le personnage de Freux Sanglant pour ceux qui auraient lu les livres, donc le mentor de Bran. On retrouve exactement le même personnage. Enfin, le même. Oui, non mais on a quelques champignons près. Voilà. Puis on a toute cette inspiration, les personnages qui ressuscitent et qui, pareil, qui sacrifient, et on revient sur les zombies, cette idée, on y revient toujours, cette idée de sacrifier une partie de son corps, mais pour accéder à quelque chose d'autre et un pouvoir supérieur. C'est aussi une façon peut-être de nous rassurer dans notre vie très réelle, en disant que même dans des cas, dans des situations atroces, on peut en tirer quelque chose et on peut continuer à avancer malgré tout. Malgré tout, il y a de l'espoir dans le Trône de Fer. On dirait pas comme ça, mais on tient sur l'espoir. On a aussi pas mal d'incarnations de la folie, alors avec des nuances extrêmement variables, tant sur l'origine et puis par moments sur la frontière. Est-ce de la folie ou de la cruauté pure et simple, Joffrey, Greyjoy, Bolton, on a quand même des personnages qui ont quand même hérité à la fin d'une situation psychique qu'on ne leur envie pas. Non. Et qui... Non. Comment on voit le rapport de Martin? Je sais pas, est-ce que dans les ouvrages on a plus d'éléments aussi, parce que sur le traitement de la folie. C'est une catastrophe. Je vais commencer par là. Si déjà les connaissances de Westeros en matière de médecine, de différents types de handicaps sont très limitées, alors les connaissances en matière de santé mentale, mais laisse tomber. Oui, la psychanalyse n'a pas été inventée non, dans Westeros. C'est ça. Ils attendent Freud. Voilà. C'est ça. Non, c'est un gros problème parce que effectivement, et là-dessus, autant on a commencé à catégoriser les formes de handicap essentiellement physiques, voire sensorielles, dans le Trône de Fer, autant la santé mentale, mais j'ai peur de m'y atteler. Alors, on va pouvoir avoir une distinction entre les simples d'esprit comme Hodor ou Bariol et les fous comme Aerys, Balon Greyjoy, Joffrey. Mais où est le curseur? Mais c'est ça.
on n'en a pas la moindre idée. Alors à un moment donné, t'as un personnage qui se permet un jugement de valeur en disant ton frère est fou, ton autre frère est fou, mais ton troisième frère est encore plus fou que les autres. Ok, bah merci. Les repas de famille, là. Oui, alors déjà, c'est la famille Greyjoy, hein, c'est normal chez eux. Mais à quel moment ce diagnostic est pertinent? Et puis sur quoi on se base pour poser ce diagnostic-là? Non, en termes de santé mentale, alors autant Martin, oui, va s'en servir comme d'un ressort narratif de certaines formes de cruauté pour justement instiller cette idée de folie. Est-ce que... Et là-dessus, on a même une tendance à dire les Targaryens c'est soit c'est des génies, soit c'est des fous. Ouais, mais je trouve que c'est un vrai problème parce qu'au final on se rend compte que Joffrey Baratheon, des liens avec les Targaryens, il en a pas trop, mais alors lui aussi il est quand même un peu zinzin. Comment ça se passe? Est-ce que c'est pas le pouvoir qui rend fou? Bah oui, sauf que Joffrey était quand même méchamment attaqué avant même d'avoir la couronne. Il y a la question de la conception incestueuse aussi qui est posée. Question qui peut être posée. Clairement. À un moment donné, est-ce que ça peut pas être l'éducation qui est remise en question, ou simplement même le simple fait que Joffrey Baratheon, du fait de naître prince de sang, il va pouvoir se permettre tout un tas de choses, de maltraitance vis-à-vis des autres qui sont plus humbles et plus faibles que lui. Est-ce que c'est pas ça aussi qui viendrait être questionné? Parce que dans d'autres bouquins écrits par Martin, on a justement des personnages qui vont avoir un cumul de ces éléments-là, ou au contraire certains éléments pris séparément. Les Greyjoy, a priori, ils sont pas incestueux, donc ils n'ont pas cette excuse-là. Après, ils sont méchamment attaqués, ils habitent sur les îles de fer. Voilà, donc, sur une île, il y a quand même un peu de consanguinité, à mon avis. Oui, et puis sur une île où l'idéal, c'est quand même le rasure viking, pratiquement. Voilà. Donc, voilà, tous ces éléments-là, en fait, pourraient être questionnés. Et qu'est-ce qui relève de la folie? Qu'est-ce qui Voilà, parce que là, on associe la folie aussi aux actes de cruauté, parce que dans le trône de fer, il y en a 2 ou 3, hein, clairement. Mais il y a aussi d'autres formes de... Alors, je vais pas dire de folie, mais... Tu peux questionner aussi des choix d'un point de vue moral et de la façon comment les personnages le vivent et le font vivre aux autres. Tu prétends je vais essayer de pas trop spoiler. Tu prétends qu'un enfant que tu as récupéré est le tien et tu fais croire ça à toute ta famille pendant 20 ans, en faisant croire ça à tout le monde et en créant des ressentiments au sein de la famille. C'est un choix qui peut être vu comme honorable, comme cruel, comme voilà, selon la perspective où on se situe. Donc voilà, il y a ça aussi, c'est pas une forme de folie a priori, mais il y a des personnages qui acceptent de vivre avec leur choix et l'imposer aux autres en restant comme ça pendant des années, des dizaines d'années. Et la question c'est aussi, est-ce que si on suit Einstein, est-ce que c'est pas la définition de la folie de refaire la même chose en boucle en attendant des résultats différents? On a ça aussi dans Game of Thrones, des personnages qui s'acharnent à vouloir mettre en place quelque chose alors que ça ne marche pas, et généralement avec des résultats sanglants de part et d'autre. Mais voilà, donc c'est aussi cette question-là, comment tu mets le curseur de la folie, sachant qu'en plus, dans les textes, on n'a accès à l'intériorité que de certains personnages. Donc on doit aussi se construire avec ça. De certains personnages, et généralement plus les victimes de ceux qui sont accusés de folie que des fous eux-mêmes. On a quelques très rares chapitres de Aeron Greyjoy, donc vous ne voyez pas qui c'est normal, c'est un prêtre du dieu noyé, donc déjà il est ok. Et on n'a qu'un seul chapitre de Mélisandre où on se rend compte qu'elle n'est pas spécialement folle, mais par contre oui, elle est méchamment fanatique, et ça a une incidence sur les choix qu'elle fait, et derrière sur l'appréciation que les autres personnages vont en avoir. Est-ce que Mélisandre est folle de faire brûler Shoren? Oui, mais vu ce qu'elle attendait derrière comme résultat, est-ce que c'était pas un sacrifice légitime? Moi je pense que non. On revient au sacrifice d'Iphigénie et c'est tout à fait, des siècles. Hein, voilà. Tout à fait. Mais de façon générale, non, arrêtez de brûler des enfants pour avoir des résultats. Ça marche pas, ne faites pas ça chez vous, ni chez les autres. Ce qui est intéressant sur la folie, et ça sera peut-être le mot de conclusion avant de passer aux questions de la salle, c'est que finalement on retrouve quand même, et ça revient à ce qu'on disait au début, un panel vaste, différent, de la diversité, des choses qui ne sont pas caricaturales dans le sens où il y a un panel de raisons, il y a un panel d'attitudes, et on entremêle les questions
finalement de la santé psychique, de la moralité, qui sont des choses qui n'ont absolument rien à voir. On n'a pas besoin d'être fou pour être cruel. Mais ça aide. Non, alors il y a peut-être juste une question inverse, c'est est-ce que dans le Trône de Fer ou dans Game of Thrones, il y a un personnage qu'on pourrait définir comme stable sur le plan psychique? Vous avez 3 heures. Je crois avoir vu un garçon d'écurie à un moment passé. On va passer aux questions de la salle, justement. Y a-t-il des questions? Ma collègue a le micro en main. À dégainer. Oh, personne. Pour de vrai? Est-ce que la famille Stark serait pas la plus progressiste au départ que les autres familles? Parce qu'ils acceptent... La question difficile. Comme Arya, elle a envie de se battre, son père l'initie, et Bran, voilà. Alors que chez les Lannister, c'est tout contraire. Ta mère est morte en te mettant au monde, c'est ta faute, donc... Je pense qu'il n'y a pas de vraie logique familiale en fait, et c'est tout le problème, c'est qu'on a tendance, parce que la société de Westeros nous pousse à ça, à avoir des logiques familiales là où en fait ce sont des choix liés à des patriarches. Donc oui, Eddard Stark du coup est un patriarche plutôt progressiste, puisque alors plutôt attention plutôt. Dans la société dans laquelle il vit, c'est par rapport à Tywin ou Robert Baratheon. Et voilà. Oui, si on prend les exemples extrêmes, eux par contre ce sont des patriarches plutôt problématiques. Des gens qui ont une vie compliquée. Oui, bref. Qui rendent la vie des autres compliquée. Après, au sein de la haute noblesse, on va avoir d'autres exemples, en particulier dans les livres, de personnes qui sont porteuses de handicap, ou qui se retrouvent en situation de handicap, pardon, et qui vont justement quand même avoir une place au sein de la famille. Je pense notamment à Willow Tyrell, qui n'est pas dans la série, mais qui est dans les livres, qui est l'aîné des fils Tyrell, et son père, qui est un patriarche problématique, va le mettre sur les lices en tournoi beaucoup trop tôt pour lui. Donc il va subir dès sa première joute une blessure grave et il est estropié par la suite. Il reste l'héritier de Haut-Jardin. Mas Tyrell n'est pas à dire mon fils ne peut plus monter à cheval, donc lui ça y est c'est bon, on passe au suivant. C'est pas Tywin quoi en gros. Et on a aussi le personnage de Doran effectivement, qui va développer une goutte. Bon, alors à mon avis, je ne sais plus si c'est précisé, mais je crois qu'il est prince de Dorne avant de développer la goutte, c'est-à-dire une transformation des membres qui va l'invalider, qui va le mettre dans des positions invalidantes. Donc lui aussi a besoin de se déplacer en fauteuil roulant. Là encore, ça va provoquer tout un tas de difficultés dans la vie de tous les jours, évidemment, mais ça ne l'empêche pas d'avoir une position au sein de la société. Sa position n'est pas remise en cause à ce moment-là au sein de la société. On peut aussi penser à Walder Frey d'ailleurs dans ce cas de figure-là, qui lui aussi est goûteux, lui aussi perd l'audition, perd la vue, perd les dents, perd beaucoup de choses. Le bon sens, il l'a jamais eu. Le bon sens, ouais, j'allais dire. Donc je pense que ça dépend vraiment et malheureusement des seigneurs dont vous dépendez, tout simplement. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui revient aussi justement de cette tradition médiévale. Là, vraiment au Moyen-Âge, oui, on a des gens, des seigneurs, des rois qui ont diverses formes de maladies ou qui les rendent dans différentes situations de handicap. Mais pour une immense majorité d'entre eux, ça ne les empêche pas d'avoir, j'ai envie de dire, presque une vie normale. Alors ça pose la question éventuellement de comment avoir un héritier. Voilà, c'est surtout ça en fait. Est-ce que c'est un handicap qui va poser problème pour avoir un héritier? Mais au Moyen-Âge, on a plein d'autres façons de transmettre le pouvoir et pas forcément que de père en fils. Donc il y a des alternatives. Ça n'empêche pas certains seigneurs d'aller en croisade. Donc ils vont pouvoir faire des milliers de kilomètres en litière, mais parce que justement, ils sont dans une famille noble et ils ont les moyens d'avoir un équipement, d'avoir des gens qui vont s'occuper d'eux. Quand on est dans une famille de paysans, peut-être que effectivement ça complique un peu plus. Je dis peut-être parce qu'on a beaucoup moins d'archives. De fait, au Moyen-Âge, parce qu'on s'intéresse beaucoup moins aux gens qui ne sont pas nobles, donc on a malgré tout des choses dans les archives, des témoignages, mais on sait et on comprend parce que malheureusement on le vit toujours aujourd'hui. Quand vous êtes en situation de handicap, vous savez que ça va coûter cher.
parce qu'il va falloir des ajustements, il va falloir des traitements, il va falloir des équipements pour la vie de tous les jours, et que vous n'avez pas forcément les moyens de vous payer tout ça. Et donc ça, on voit que ce soit au Moyen-Âge ou dans la fiction de ce qu'on imagine être le pire du Moyen-Âge ou aujourd'hui, on a encore beaucoup de points communs, bizarrement. C'était le mot joyeux du jour. Il nous reste le temps pour une ou deux questions, ça dépendra de la manière dont ils répondent. On peut faire court. Bonjour, merci. J'ai une question sur Ser Davos, qui accède en même temps à la noblesse et au statut d'handicapé, et qui est pétri de reconnaissance et d'amour pour son bourreau. J'aimerais savoir comment vous interprétez le personnage. Merci. Encore une psychanalyse à prévoir. Ah ouais. Le personnage de Davos, il est intéressant parce qu'il est encore en but à un rejet social. Est-ce qu'on peut juste replanter peut-être pour ceux qui ne l'ont pas parfaitement en tête? Tout à fait. Davos est un marin à l'origine, un simple marin qui va aussi se faire contrebandier, donc c'est Han Solo. Voilà, je vous la laisse comme ça. Il va intervenir à un moment donné dans le conflit de la rébellion de Robert Baratheon contre les rois Targaryens, c'est-à-dire qu'il va amener une cargaison d'oignons dans la forteresse d'Accalmie qui est assiégée à ce moment-là. Et il se trouve que la forteresse d'Accalmie est tenue par Stannis Baratheon, qui est un joyeux de riz, comme chacun sait, et qui se trouve aussi à être le frère de Robert qui va remporter la rébellion. Voilà. Stannis est un homme juste. Quelle est la conception de la justice? Je vous laisse là encore 4 heures. Et en bonhomme juste, il va dire à Davos: ok, tu m'as sauvé la vie, merci beaucoup, donc je vais faire de toi un chevalier. Par contre, comme tu as enfreint les lois du roi, bon, le gars est rebelle à ce moment-là, donc quand même c'est un petit peu bizarre, mais ok, d'accord, il a enfreint les lois du roi. Comme tu as été contrebandier, je vais te couper les phalanges. On pourrait se dire que c'est presque gentil, parce qu'un autre seigneur à la place de Stannis aurait pu aussi lui dire je vais te couper la main ou autre chose. Oui, non, mais à un moment donné. Je sais qu'à la garde de nuit vous avez un problème avec Stannis. Non, garde de nuit sont fans de Stannis. Pas moi. Oui, les gens de la garde de nuit ont un problème avec Stannis, mais non, je reconnais que c'est un petit peu débile et extrême comme c'est raide, voilà. Donc oui, effectivement, Davos va accéder en même temps au statut de handicapé, et au statut de noble, mais c'est un c'est un handicap qui est quand même mineur par rapport à ce que ça pourrait être. Madame Delattre, qui devait être avec nous ce matin, a une formule que j'aime beaucoup, qui est que chaque personne est un handicapé en sursis au Moyen-Âge. Et je trouve que c'est particulièrement pertinent. Quand on voit la variété des handicaps qui peuvent exister dans le trône de fer, on se dit quand même que Davos est le plus épargné du lot, pratiquement. J'exagère. L'espèce de syndrome de Stockholm qu'il développe derrière vis-à-vis de Stannis, je reconnais qu'on peut le questionner. Après, moi, je vais faire une réponse très courte parce que je ne suis absolument pas objective et je suis clairement amoureuse de ce personnage. Donc voilà, il a une espèce de loyauté absurde, mais que je trouve très très belle. C'est horrible ce que je vais dire, c'est un chien fait humain. Quand je le dis, c'est avec tout l'amour que je porte au chien. Hein, donc mais cette espèce d'incarnation de la loyauté, quoi qu'il arrive. Et je trouve ça à la fois tragique et extrêmement beau. Alors, je pense qu'en plus, tu as cité tout à l'heure le problème qu'on pouvait avoir à la garde de nuit, qui est un problème qui existe, mais je crois que l'absolutisme de Stannis, le fait d'être à ce point rigide sur des règles qui des fois sont d'un compliqué, oui, tout à fait. Ça a quelque chose qui force le respect, qui force l'admiration ou le mépris et les moqueries, effectivement. Davos, lui, il est parti sur le côté respect, admiration. Et accessoirement, si on veut être un peu plus cynique, Davos est un parvenu. À partir du moment où son élévation sociale, il la doit à Stannis, si Stannis tombe, Davos tombe avec lui. Et d'ailleurs, par la suite, Stannis va faire de Davos sa main du roi, il va l'anoblir encore plus, il va lui dire: allez, cette fois-ci, je te donne carrément tout un bout de terre pour toi. Oui, sauf que tout ça, ça ne sert à rien. Quand Davos se retrouve dans une maison concurrente, on lui fait sentir qu'il est juste un contrebandier. Donc, cet attachement que tu comparais à celui du chien,
il est aussi lié au fait que, en fait, il n'a pas le choix. C'est une question de survie aussi pour lui. Si Stannis tombe, Davos et la famille Merveau tomberont immédiatement après. Ce sera le mot de la fin. On peut remercier Adrien et Justine. Merci à vous. Pour en savoir plus sur un peu tous les aspects du Trône de Fer, vous pouvez retrouver l'ouvrage de Florian Besson et Justine à la librairie en face. Et puis sur la question spécifique du handicap, un récent podcast, c'est ça, Adrien, qui a été réalisé par la Garde de Nuit. Sur le son du mur, effectivement. Donc si vous avez envie d'aller l'écouter, vous pouvez aller l'écouter sur YouTube, Spotify et toutes les plateformes. Et sinon, nous, on a un stand de la Garde de Nuit sur les Imaginales. Donc si vous voulez venir discuter avec nous, n'hésitez pas. Et si le thème vous intéresse plus largement, au-delà de Game of Thrones, un de vos membres qui est décédé il y a quelques années a aussi publié sur votre site, vous avez publié un texte, une analyse sur la question de la représentation du handicap dans Game of Thrones, mais aussi dans la fiction. Voilà, beaucoup plus largement. Merci. Bonne journée à vous. Merci. Et on va poursuivre donc sous